Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre du 9h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Tout de suite, les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, accident de la circulation ce matin à Balingou dans le département de Blessy. Et toujours en fait de société, 4 présumés trafiquants d'ossements humains interpellés par les éléments de la 2e région de gendarmerie du littoral. Ces derniers ont été pris la main dans le sac alors qu'ils s'apprêtaient à livrer le marchandise d'un autre genre pour la somme de 15 millions de francs CFA. Et ce 7 octobre 2020, cela fait 2 ans, jour pour jour, que les Camerounais ont renouvelé leur confiance à l'homme du renouveau, le président de la République. Et 2 ans après, le visage du Cameroun, du nord et sud-ouest Cameroun, on en reparle dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, rebonsoir à tous. Et nous vous l'annoncions au titre, 2 ans après, le Cameroun n'a véritablement pas changé. Le 7 octobre 2018, la quasi-totalité des Camerounais se rendaient dans les urnes et ont décidé de renouveler leur confiance au président de la République, Paul Biya, l'homme du renouveau. Le constat fait par nos reporters Patrick Ngoignan et Patrice Foucault, le Cameroun n'a pas changé du tout, entre autres crises sociopolitiques dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun et contestation électorale. Voici le récit. 7 octobre 2018, 7 octobre 2020, voilà 2 ans, jour pour jour, que les Camerounais hissaient pour la 8e fois d'affilée le président Paul Biya à la magistrature suprême. Généralement, moi j'ai voté à l'université technique de Bonandoumbe. Bon, ce jour, il est bien vrai, quand je suis arrivé au bureau de vote, il n'y avait pas de l'affluence. Mais quand même, quand je suis arrivé au bureau de vote, j'ai constaté que de l'Ouest, précisément dans Bafoussam 2, et pour dire vrai, j'ai voté un autre parti que le parti au pouvoir. Mais c'était un vote sanction. Parce que dans mon sens, je voulais que même si ça n'importe quel leader d'un autre parti que le RDP prenne le pouvoir, on devait aspirer au moins à un semblant de changement. Pour ces Doualais, les promesses tenues lors des campagnes post-électorales, 2 ans après, ne sont pas toujours respectées. Même la mentalité des gouvernants n'ont rien changé. Les travaux de réhabilitation de la pénétrance est de Douala n'a toujours pas avancé. Et le champ, le coût de vie est encore plus élevé. Puis les élections mélo, dans l'illégalité, même les soi-disant conseillers et maires des villes n'ont rien en leur possession. Présentement, les travaux, les chantiers sont arrêtés. Le processus est en marche et encourageable pour ces autres citoyens. Concernant le changement, durant les 2 années, quand même, réellement, il y a eu changement. Parce que là, déjà avec la décentralisation qui est en marche, et je pense que dans d'autres domaines, ça va suivre. Je disais déjà que satisfait du chef de l'État, 2 ans après les élections, parlant sur le plan des infrastructures, on pourra par exemple dire que le stade du Japon est déjà prêt. Nous avons Olembe à Yaoundé à 90%, selon ceux qui revendiquent toujours la victoire. Juste après les élections, parlant du MRC. Disons qu'ils sont toujours dans une démarche pour l'amélioration du cours électoral, mais bien plus encore. Ce que moi je peux retenir 2 ans après les élections, c'est que les Camerounais ont pris maturité concernant la scène politique. On s'intéresse davantage sur la question politique. 2 ans après le 8e mandat du chef de l'État Paul Biya, les Camerounais de Douala restent partagés sur les avancées économiques et sociopolitiques du pays. 2 morts et une dizaine de blessés graves, c'est le bilan lourd d'un accident de la circulation à Balingou, localité située dans le département de Tata.
Pleurs et consternation au village Diop à Balengou après l'accident de circulation qui fait 2 morts à Bangoulap, une localité située dans l'arrondissement de Banganté, département d'Undé. C'est peu avant 11 h ce matin du 7 octobre 2020 qu'un véhicule de type Toyota Pick-up double cabine en provenance du quartier Diop de Balengou dans l'arrondissement de Bazou et à destination de la chefferie de Bangoulap. Depuis Balengou Centre, le frein à la jaune a raté le premier choc de Balengou Centre. Arrivé maintenant à Bangoulap, à la descente pour descendre, vraiment le chauffeur a essayé, le frein moteur ça n'a pas pris. Et puis ça a lancé. Nous derrière on se disait que peut-être le chauffeur pouvait donner ça même dans la rigole ou bien directement pour ne pas aller loin, mais ça allait toujours très loin. Au virage loin en bas, c'est là où il a braqué et ça a entré dans la rigole. Ça nous a balancé. Le frère qui était sur la moto nous double. Et quand il entame la descente, il lui rattrape parce que la vitesse était... Le frein ne tenait pas. Il lui met les klaxons. Puis, klaxon franchement. Et puis, lui, c'est notre frère, c'est la moto, il passe. Moi, il lui dit que c'est comme si apparemment son frein est coupé. Il était derrière la pick-up. Et celui de la moto lui demande mais c'est comment. Il dit que le frein ne prend pas. Il part toujours. Quand il descend, il entame maintenant la longue colline pour Baranté là. Quand il entame, on lui dit de s'arrêter. Il dit que non, ça va aller. Qu'il va freiner toujours. C'est comme ça qu'il lance. Il prend le premier virage. Il coupe bien le premier virage. La voiture part net. Le deuxième virage, il y avait un bicyclette qui montait aussi. Avec un client à côté. Il a esquivé. C'est comme ça que, comme il a esquivé, il nous envoie au champ. J'ai sauté derrière parce que j'avais arrêté seulement la pick-up derrière seulement. J'étais accroché sur la pick-up, j'ai sauté derrière, m'écorché. Selon certains témoignages, le véhicule qui accompagnait les ouvriers pour la récolte de la tomate avait une panne au niveau du système de freinage. 2 morts et une dizaine de blessés, voilà le bilan de ce drame. 2 chauffeurs et une jeune femme de 25 ans ont rendu l'âme sur place. Les parents de la jeune femme, prénommée Miranda, depuis l'annonce de sa mort, sont inconsolables. Les habitants du quartier Diop de Balengou, en ce jour funeste, se sont déplacés massivement pour apporter une assistance morale et psychologique aux victimes, transportées à l'hôpital des districts de Banganté. Nous avons reçu très tôt ce matin environ une dizaine de personnes qui ont été victimes d'un accident, apparemment un pick-up qui transportait une vingtaine de personnes qui a eu à faire un accident. Il y a une patiente qu'on a dû référer au niveau de Douala pour qu'elle puisse faire un scanner rachidien parce qu'elle a une paralysie des 2 membres après cet accident, probablement un traumatisme vertébro-médulaire. Donc, actuellement, la plupart des patients qui restent dans le service, c'est des traumatismes légers qui sont stables pour l'instant. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Pour ce qui est de la situation, nous ne déplorons pas de décès ou d'autres causes ici, à part les 2 patients qui sont décédés directement sur le lieu de l'accident. Après cet autre accident survenu sur les routes de la région de l'Ouest, l'occasion est de remettre sur la table la négligence de certains conducteurs de véhicules et surtout le mauvais état de la route dans ces différentes localités. Et nos condoléances aux familles endeuillées. Un autre drame enregistré qui rentre dans le cadre des faits de société. C'est à Milet-2, dans la ville de Limbé, située dans la région du sud-ouest. Le drame, un éboulement de terre ayant fait un mort et un blessé. L'incendie ou l'incident vient suite à de fortes précipitations qui se sont abattues dans la ville de Limbé. Les autorités administratives, municipales et les forces de maintien de l'ordre sont descendues sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour faire la lumière. Les précisions de Frédéric Motomé et Tony Yawa.
L'éboulement de terrain enregistré à Limbé à la suite des fortes précipitations a laissé dans l'émoi et la consternation cette famille. Ces pleurs qui témoignent de la tristesse qui est désormais la leur démontrent ainsi la gravité des dégâts et dommages subis. En plus d'avoir subi les affres des mottes de terre affaissées, cette famille qui vivait paisiblement à Maïtou, à Limbé, dans la cité balnéaire du sud-ouest du Cameroun, voit partir précipitamment et tragiquement le jeune Banki Leslie, 20 ans, récemment admis au GCE Advanced Level, tandis que l'autre enfant de la maisonnée, la nommée Mariché, la miraculée et sauvée de justesse, est admise en soins intensifs à l'hôpital régional de Limbé. Très tôt le matin, nous avons entendu les voisins crier, pleurer et appeler au secours. Nous avons alors accouru pour voir ce qui se passait. À notre arrivée, nous avons constaté qu'il y a un éboulement de terrain et 2 jeunes, une fille et un garçon du quartier, étaient sous les décombres. Nous nous sommes déployés, mobilisés pour les secourir. Et à la suite, nous les avons transportés à l'hôpital. À notre arrivée, ils nous ont fait comprendre que le garçon était déjà décédé. Nous sommes allés à la morgue, mais elle était pleine. Nous nous sommes finalement rendus à Tico, où nous avons trouvé la place et déposé le corps. Informés de cet éboulement de terre, les autorités administratives, municipales, forces de maintien de l'ordre sont descendues sur le terrain pour constater les dégâts, reconforter la famille, mais également ouvrir une enquête. Précisons que cette mort subite et accidentelle est inacceptable pour cette famille en pleurs, surtout que ce décès arrive au lendemain du sacre de la ville de Limbé 1er par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain comme étant la commune la plus propre du triangle national à l'issue de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'habitat. Et toujours dans le cadre des faits de société, un gang de présumés trafiquants d'ossements a été interpellé, la main dans le sac et séjourne depuis quelques jours dans les geôles de la gendarmerie du littoral. Ceux-ci s'apprêtaient à marchander le butin dans notre jar contre la somme de 15 millions de francs CFA. Le récit des faits avec Jean Jamayena et Patrice Foucault. Le squelette complet dont ces présumés exhumeurs étaient porteurs est celui de Feu Mesa, un ressortissant du département du Noun, précisément dans la localité de Kwoptamo, où le défunt a été inhumé il y a de cela 3 ans. Et c'est un client masqué, contacté pour l'achat de cette marchandise d'un autre genre, à la somme de 15 millions de francs CFA, qui a vendu la mèche. Alors ils ont reconnu et ils nous ont indiqué qu'ils projetaient mettre ce squelette sur le marché moyennant la somme de 15 millions de francs CFA. Il convient de préciser que le squelette est totalement complet, y compris le crâne et quelques dents. C'est un Camerounais de bonne foi qui, ayant été contacté aux fins d'achat, qui a apporté l'information à la connaissance de la gendarmerie, qui a pris les mesures, objet de l'enquête qui se clôture avec la récession de ces 4 jeunes, dont la moyenne d'âge est de 20 ans. Les nommés Joya Pekoumche Abdel, 20 ans, Moum Nyangachu Abdou, 20 ans, Mfundiko Moulium, 22 ans, et le sieur Pempe Mencheche Youssouf, 20 ans, tous ressortissants du Noun, ont été pris la main dans le sac par les fins limiers de la gendarmerie nationale. Au cours de la mission régalienne, ont reçu une importante information se rapportant au trafic d'ossements humains. L'exploitation de cette nouvelle à son terme a permis de mettre la main sur 4 présumés auteurs, sur 7. Alors interpellés sur l'origine et la motivation de leurs agissements, ceux-ci ont d'abord reconnu les faits portés contre eux. Face à la recrudescence de ce phénomène de trafic d'ossements humains, notamment dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, les forces de défense appellent à plus de collaboration des populations.
J'exhorte les populations à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre afin qu'on retrouve les résultats escomptés, c'est-à-dire les maux qui minent la société dans la globalité. Pour l'heure, les 4 présumés exhumeurs et trafiquants d'ossements humains méditent leur sort dans les geôles de la gendarmerie, ce en attendant de rattraper les 3 autres complices qui sont en cavale. Et cette pratique de vente d'ossements humains prend de plus en plus de l'ampleur à travers le triangle national. Et nos reporters Jean-Jean Mayennet et Patrice Foucault nous font savoir que leurs fournisseurs sont les différents cimetières du triangle national, alors que ces cimetières sont des endroits de sanctuaires pour Satan, endroits réservés pour le repos éternel. À la nuit tombée, certains individus s'y rendent pour exhumer des tombes, pour retirer des ossements humains qui serviront à la vente en contrepartie des fortes sommes d'argent. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, 15 millions, 35 parfois pour des ventes. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un tradit patricien pour savoir à quoi sert, à quel but sont vendus ces ossements humains. Tentative de réponse dans ce reportage. Nous sommes ici au cimetière Ndjonjo du quartier Bonapriso à Douala. Dans ce lieu sacré reposent éternellement des milliers d'hommes, femmes et enfants qui ont vécu sur terre et aujourd'hui dans l'au-delà. Une ambiance calme et silencieuse qui suscite crainte et respect pour le repos des morts, mais qui cache mal des pratiques obscènes et autres activités occultes qui se déroulent une fois la nuit tombée dans les cimetières. J'ai déjà entendu parler, bon, ça se passe, ici là chez nous on n'a pas encore eu ce genre de phénomène, vous voyez non. Mais non, je ne sais pas si c'est que non. Ici au Cameroun, vrai, on fait le trafic d'ossements humains, parce que moi je n'ai jamais vu. J'ai entendu parler, bon, il y a des gens qui disent que le trafic d'organes, des trafics d'ossements humains rendent riches. Mais moi je suis enfant de cimetière, je connais des gars du quartier qui sont des fossoyeurs, qui creusent des tombes, et parfois je les assiste, mais j'ai jamais vu ce genre de choses. Même parfois quand ils trouvent des ossements, ils mettent de côté, ils creusent un trou, mettent. On ne connaît pas ça ici. Moi, quand on entend parler, c'est une vue d'esprit pour nous. Hein. L'exhumation des corps de la tombe, du caveau, de la concession ou encore dans une fosse, la pratique prend de plus en plus des proportions inquiétantes au Cameroun. Oui, ils se disent que ça donne beaucoup d'argent, surtout que non. D'après moi, on m'a fait part de que ils se servent de ces eaux pour fabriquer de la drogue. Je ne sais pas ce que c'est vrai, mais d'après moi, on me dit qu'il y a beaucoup de trafic aujourd'hui parce qu'il y a des Nigériens qui viennent au Cameroun et demandent les ossements humains pour pouvoir faire de la drogue avec et ajouter certains produits chimiques à l'intérieur. Et à quoi servent ces restes des hommes, extraits de la terre, parfois ceux après de longues années? Et pourquoi ce phénomène, pourtant proscrit par la loi, prospère autant dans notre pays? C'est pour des pratiques maléfiques qui malheureusement, on va dire pratiques maléfiques parce que autant ça vous apporte un certain confort, un certain bien-être, en même temps également ça se termine mal et même très mal. Donc c'est pour des pratiques, il y en a qui utilisent les ossements, soit dit que c'est pour renforcer son pouvoir et tout ça. Bref, c'est pour des pratiques maléfiques que je ne saurais détailler pleinement dès lors que je n'appartiens pas à ce corps-là. Nous qui avons... Pourquoi l'État n'arrive pas à sécuriser ces lieux sacrés? Y aurait-il des hommes tapis dans l'ombre à l'origine de ce phénomène? Ça trouve son fondement, ça trouve sa racine, ça trouve son support parmi des personnes tapies dans l'ombre. C'est ce qu'on peut dire. Et comme je l'ai dit, l'être humain est le plus noble. L'être humain est le plus noble. Autant son sang est valable, autant sa chair, autant son ossement. Des trafics d'ossements humains destinés pour des pratiques mystérieuses, ésotériques, maléfiques et à la fabrication de plusieurs produits. Mais quel est le sort
réservé aux exhumeurs. Ce sont des processus qui sont maléfiques, n'est-ce pas, dont les conséquences ne sont pas bonnes, même si on peut avoir des satisfactions immédiates, mais à la longue, ça a toujours de mauvaises... ça conduit forcément à des mauvais lendemains. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont vécu avec un train de vie déconcertant, donc on a cessé de chuchoter qu'il est ici, il fait telle pratique, et à leur vieillesse, à une certaine période de leur vie, vous constatez qu'ils sont vraiment au purgatoire. C'est dire que le trafic d'ossements humains reste un marché qui se porte plutôt bien au Cameroun, parce que brasse des milliards de francs CFA et attire les jeunes en dépit des interpellations et des menaces liées au code pénal. Et on s'intéresse à autre chose dans ce journal. Après 3 jours du démarrage de la rentrée scolaire 2020-2021, l'école primaire de Kogné, située dans la région du sud-ouest Cameroun, reste fermée. Les raisons de cette fermeture, l'insalubrité avancée des lieux, mais surtout l'incendie qui a réduit en cendres plusieurs salles de classe. Patrice Goignan. L'école primaire de Nkongné, située dans la région du sud-ouest Cameroun, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La broussaille est à perte de vue. Le sous-préfet de la localité, aux côtés du maire de la commune de Nkongné, Mathieu-Tamin, s'emploie à se frayer le chemin pour toucher du doigt l'insalubrité et la vétusté de ce temple du savoir à l'abandon depuis 4 ans. La sensibilisation des populations environnantes, l'appel au retour à l'école était aussi à l'ordre du jour de cette visite qui précède une concertation entre les chefs traditionnels, les leaders religieux qui, à l'unisson, appellent leurs compères à laisser les enfants aller à l'école. Oui, mais on a talk on what are them where they are picking the day for house. Le retour à la paix est plus que jamais une nécessité dans cette partie du triangle national, enclin à des exactions séparatistes. La rentrée scolaire 2020-2021 reste encore attendue ici, à l'école primaire de Nkongné, comme dans les autres localités de la région du sud-ouest. Et ce mercredi 7 octobre, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale du travail décent. Notre reporter Marie Prassetoulou revient sur l'historique de cette journée. Ce mercredi 7 octobre se célèbre la Journée mondiale d'action pour le travail décent, une initiative du mouvement syndical depuis le 7 octobre 2008. Les syndicats et toute autre organisation qui œuvrent pour le travail décent dans le monde entier y voient une occasion sans précédent de se rallier à une large mobilisation mondiale plaçant l'homme au centre de la réflexion sur le travail. Une nouvelle mondialisation inventée qui prône d'abord le respect et la dignité humaine en commençant par le droit de chacun d'accéder à un travail décent. Tout individu, partout dans le monde, devrait pouvoir exercer un métier qui lui permette de mener une vie digne et répondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa famille. Pourtant, dans nombreuses régions du monde, et précisément les pays sous-développés, fort est de constater que jusqu'aujourd'hui, il n'y a ni salaire équitable, ni conditions de travail au profit d'une vision de l'économie uniquement basée sur les profits du patron, dont les diverses micro-entreprises qui jalonnent. Le combat pour un travail décent reste pourtant la meilleure manière de lutter contre la pauvreté mondiale et le but de cette journée est de favoriser les actions qui permettront d'y parvenir. Car chaque employé mérite un salaire régulier équivalent au labeur abattu et d'être entouré d'un dispositif requis pour la profession, d'après l'Organisation internationale du travail.
Et à votre suite, peut-on parler du travail décent au Cameroun? Plusieurs voix s'élèvent pour s'indigner de la précarité dans laquelle l'employeur évolue au Cameroun. Nos reporters Patrick Ngouagné et Patrice Foucault sont allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Voici le reportage. Le travail décent est une vue de l'esprit au Cameroun. Au Cameroun, c'est le jonglage, non mon frère. On a calé tous les clous, on a bloqué tous les clous, on n'est que dans le jonglage maintenant. Donc aujourd'hui tu manges le riz, demain tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Aujourd'hui tu achètes une babou, demain tu ne sais même pas ce que tu as acheté. Donc il n'y a même pas un travail décent au Cameroun. Ils sont nombreux ces jeunes Camerounais qui arpentent les rues et ruelles de la métropole économique à la quête du pain quotidien. Non, je ne fais pas la moto par passion. C'est juste pour essayer de prendre, de gérer un peu la famille, quoi. Puisque même quand on a quelque chose à faire, quand on a peut-être une activité à la maison même, on n'arrive pas toujours à se retrouver. Dans notre secteur, c'est le maintien. On cherche seulement à maintenir le rythme à manger. Quand tu rentres, tu manges et puis tu payes la maison. C'est bon. Plusieurs sont des diplômés souvent qualifiés. Une formation professionnelle en maçonnerie, mais c'était pas, je me suis formé sur l'État, c'était pas ça au départ. Mais jusqu'à là, trouver tout le travail n'est pas toujours facile. J'ai un bac B et au départ, je pensais j'ai fait quelques concours, mais je ne suis arrivé à rien. J'ai été étudiant à l'université de droit là, et je me retrouve aujourd'hui dans le secteur informel. Je me pose bien la question à savoir si les universitaires peuvent avoir accès aux emplois décents, si c'est le sens de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat que vous parlez. Donc je me pose bien la question, mais je sais que dans ce marché, il y a beaucoup d'élèves. Ils sont même dans les hauts niveaux scolaires, mais qui sont dans le secteur informel. Même s'il faut admettre que ces débrouillards ne sont pas reconnus comme des travailleurs par l'Organisation internationale du travail. Le Cameroun aborde ainsi fièrement son statut de pays pauvre très endetté où le secteur informel prime sur le formel. Le travail décent devient un mirage. Et les populations de Konsamba 3e sortiront bientôt de l'enclavement dans lequel elles sont plongées depuis des lustres. C'est l'une des résolutions prises par les autorités administratives et municipales de la ville de Konsamba 3e dans le département du Mungo. Et ceci est constaté à travers la construction des bâtiments et autres routes de cette partie du pays pour permettre et faciliter le développement de cette localité et favoriser le bien-être des populations de la ville. Le reportage de Zobel Apollinaire Niembon et Château-en-Vallon. C'est ici à Barré-Soumtoum village que l'exécutif municipal de Konsamba 3e a décidé de jeter les balises d'une action qui va se perpétuer dans plusieurs autres localités. Le reprofilage de routes jadis enclavées et qui constituait un frein à l'écoulement des produits issus des champs. Je voudrais juste dire aux populations qui sont là que les promesses que nous leur avons faites pendant la campagne n'étaient pas des promesses fallacieuses, ce n'étaient pas des promesses de campagne. Aujourd'hui, nous passons à l'acte. Vous voyez des engins qui sont là. Ça veut dire que nous ne sommes pas venus nous amuser à la commune, que nous avons à cœur les problèmes de nos populations. Nous sommes venus pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de vie. Sous le regard admirateur de ces populations, l'engin lourd effectue sa tâche. Et c'est avec le sourire aux lèvres que certains traduisent leur satisfaction. Au moment des élections, on était embarrassés. Nous voulions vraiment que Maman Eidi prenne le dessus. Elle a pris parce que nous connaissons ses potentialités. Nous la connaissons vraiment dans le parti. Nous lui disons grandement merci. Nous voyons le travail qu'il est en train de vouloir faire pour nous sortir, pour nous désenclaver. Parce que quand nous arrivions au quartier 5, on était vraiment dans les caféiers, dans la brousse. Aujourd'hui, mais nous sommes en pleine ville. Grâce au maire de Konsamba 3e et à ses principaux collaborateurs, Barré-Soumtoum village, qui était réputé comme une zone très enclavée, voit désormais la lumière. À l'exécutif que conduit Mme Eidi, d'abord merci parce que elle est une
personne qui tient à sa parole. Elle est une maman poule qui couvre ses poussins. Parce que Konsamba 3e et surtout Mbare Sonto village était, j'aurais dit, un enfant délaissé, malgré son statut de chef-dieu. Mais Madame Ehidi nous prouve que Mbare Sonto a fait le bon choix. En dehors des simples mots de remerciement, le maire de la localité a été célébré par des chants pour cette action salvatrice. Et à l'ouest du pays, les travaux de gestion du comité de l'hôpital régional de Bafoussam se sont déroulés ce 5 octobre 2020 dans la salle de conférence de cette formation hospitalière. Il a été question de revenir sur les activités menées lors du dernier trimestre, mais aussi de faire des projections pour les 3 prochains mois à venir. Les précisions de Marie-Parc Setoulou et Ebe Kwamo. Dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, c'est la salle de conférence de l'hôpital régional de Bafoussam qui a accueilli les travaux du comité de gestion de cette institution hospitalière. Il était question pour les membres du comité d'évaluer les activités menées pour le trimestre dernier. Nous avons quelques appareils d'investigation qui ne sont pas à jour, donc la mammographie, la mammographe, l'échographe, qui sont un peu défectueux. Notre plus grand défi reste le manque de certains spécialistes, donc un traumatologue, un neurologue, un biologiste, un ophtalmo. Et encore avec la croissance de la population, nous aimerions avoir un peu plus d'espace. Il ressort de ce conclave que rendu au terme du 3e trimestre de cette année budgétaire 2020, les objectifs fixés à l'hôpital régional sur les plans administratifs, financiers et techniques ont été atteints à 94%. Aussi, pendant les 3 derniers mois, l'hôpital régional de Bafoussam n'a enregistré que 2 cas internés du coronavirus et une nette amélioration des indicateurs de performance de toutes les interventions médicales, ce qui présage des lendemains meilleurs pour le 4e trimestre 2020. Pour les 3 derniers mois de l'année en cours, le budget prévisionnel d'un montant de 618 millions a été adopté et servira à relever plusieurs défis. Un plaidoyer sera mené auprès de la hiérarchie pour l'ouverture du centre d'hémodialyse qui est construit et équipé depuis quelques années. La mention bien a été attribuée au directeur de l'hôpital régional et à son équipe par le comité de gestion qui les encourage à redoubler d'ardeur au travail afin de continuer. Camerounaise de football et la Ligue de football professionnel, les présidents du club SIMEL, réunis au sein de l'association des clubs d'élite du Cameroun, ces derniers menacent de dissoudre la Ligue professionnelle de football. Les précisions de Zobel Apollinier-Bon. Réunis à Yaoundé il y a quelques jours, les présidents des clubs ne sont pas passés par 4 chemins pour demander au général Pierre Chemengue de s'aligner derrière la Fédération camerounaise de football pour une sortie de crise. Regroupés au sein de la SEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun, ses présidents ont, à l'unanimité des membres présents, demandé à Pierre Chemengue le respect scrupuleux des résolutions prises par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football du 25 septembre 2020, notamment la résolution 13 donnant mandat au président de la FECAFOOT de nommer un secrétaire général pour le compte de la LFPC. Plusieurs autres revendications ont été posées par ce président, déterminé à mettre définitivement fin au conflit entre la FECAFOOT et la LFPC qui plombe le démarrage des championnats professionnels. Ces présidents menacent de se réunir avant la fin de la semaine en cours pour procéder à la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il prévoit à cet effet la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 octobre prochain, conformément à l'article 87 des statuts de la LFPC qui dispose que la dissolution de cette instance requiert la majorité des 2/3 des suffrages valablement exprimés pendant une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. C'est donc une affaire à suivre.
Et à l'international, espoir pour Sophie Pétronian, cette Française de nationalité qui était en captivité au Mali. Les précisions de TV5 Monde. L'espoir et l'incertitude. Mardi soir, malgré les signes d'une libération imminente, Sophie Pétronin se fait attendre. Son fils y croit toujours. J'aime ma mère, puis je trouve qu'elle a fait des très belles choses. Donc ça peut pas mal se terminer. Il faut que tout ça aille vers la lumière. Je sais pas, mon cœur me dit ça. Une captivité longue, trop longue. Hier, la famille de l'humanitaire franco-suisse laissait entendre qu'après 4 ans de détention, son transfert depuis le Mali vers la liberté était en cours. Des signes d'espoir également du côté du chef de l'opposition Soumaïla Cissé, ancien ministre et candidat à la présidentielle au Mali, enlevé il y a plus de 6 mois. Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, deux autorités maliennes et françaises, n'ont pas confirmé que ces remises en liberté visaient à la libération des 2 otages. On n'a pas tous les tenants et aboutissants. On ne sait pas ce que c'est une grosse négociation. Et qu'est-ce qui a été mis à table, qu'est-ce que ça va engendrer, quelles vont être les conséquences. Des échanges ont eu lieu par le passé, mais des libérations d'une telle ampleur sont rares. Sophie Pétronin, 75 ans aujourd'hui, est la dernière otage française détenue à travers le monde. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez l'actualité ce jeudi dans le cadre de l'émission matinale Coco et Cori à 7h55, à 13h le journal de la mi-journée, 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition de l'information présentée par Sandra Peignel. Tout à l'heure à 21h, votre émission de débat tout au clair présentée par Frédéric Montomé. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à la suite de nos programmes. Au revoir à tous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous.